Vous m'entendez? Je laisse l'enregistrement démarrer. Voilà, c'est fait. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de la confiance. Si vous êtes là, j'imagine que c'est parce que vous écoutez ce webinaire en replay et on va aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, ce qu'on peut faire pour se sentir un petit peu plus en confiance, mais aussi et surtout, vous donner les points de repère, vous donner un petit peu des clés de compréhension de ce qui se passe quand on n'a pas forcément tout à fait confiance en soi. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qui se passe dans notre mental? Des petites clés comme ça pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux appréhender le phénomène et mieux trouver vos solutions. Alors malheureusement, pas de recette miracle nécessairement aujourd'hui, hein, on va voir pourquoi, mais plutôt, des clés pour essayer de trouver quelle va être votre recette à vous. Peut-être en mettant le focus pour chacun d'entre vous sur des choses qui peuvent être un petit peu différentes. Voilà, on va voir que le mécanisme, il est le même pour tout le monde, qu'il nous est tous arrivé, il nous arrivera encore, et malheureusement le fait de faire, quelle que soit la méthode, sophrologie ou autre, ne nous immunise pas complètement contre le manque de confiance ou les moments de stress. Donc ça, on va voir un petit peu, que le mécanisme, il est le même pour tout le monde, que ça peut vraiment, nous affecter tous à différents moments de la vie, mais qu'il y a aussi, des petits points de repère qu'on peut avoir et des choses à mettre en place, qui, je l'espère, sont pas trop compliqués pour que vous puissiez ensuite, continuer votre chemin et continuer à avoir aussi beaucoup de curiosité, sur ces sujets-là et prendre en main votre bien-être en général. Alors, pour me présenter très, très rapidement, donc je m'appelle Sophie, je suis sophrologue, je pratique, notre cabinet est à Londres. Mais je travaille avec, la communauté française un petit peu partout dans le monde, voilà, sur les problèmes majoritairement de stress, de sommeil, de prévention du burn-out. Donc les questions de confiance, très, très régulièrement, les gens viennent me voir, pour cette problématique-là. Donc, rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder. On va déjà faire un petit point sur ce que c'est qu'avoir confiance en soi. Alors, avoir confiance en soi, déjà, je voudrais faire un petit rappel entre la confiance en soi et l'estime de soi, parce que c'est pas tout à fait la même chose et que parfois ressentir cette différence-là, ça nous permet aussi de faire comme un petit bilan avec soi-même. Je vous invite vraiment tout au long de ce webinaire de vous relier à commencer pour vous, à ce qui fait écho, à ce qui peut-être vous interpelle et ce sur quoi vous aimeriez peut-être après aussi vous-même, rebondir. Alors, la confiance en soi et l'estime de soi, il y a une nuance, qu'on représente parfois sous cette forme de pyramide. Vous voyez l'estime de soi qui est à la base, puis la confiance en soi, puis l'affirmation de soi. Alors pourquoi je vous présente cette nuance? C'est que l'estime de soi, ça a plutôt à voir avec la valeur qu'on se porte à soi-même et la confiance en soi, ça a plus à voir avec nos compétences. Alors, c'est effectivement très, très lié parce que si j'ai pas confiance en la valeur que je me porte moi-même, si je me trouve nulle dans absolument tout, j'ai pas forcément ça va pas être évident d'avoir confiance dans mes compétences et en troisième ressort, ça va pas non plus être évident de m'affirmer avec confiance dans le monde, dans les situations dans lesquelles je dois être. Alors si on prend l'exemple qui est un exemple très, très commun, pour laquelle, beaucoup de gens, peuvent consulter, qui est par exemple la prise de parole en public. Il peut se passer que j'ai effectivement pas confiance dans ma capacité à présenter telle ou telle chose ou à parler devant un grand groupe ou à parler en réunion. Donc j'ai du mal à m'affirmer dans cette situation-là, plutôt là, ça va concerner une compétence relationnelle et parfois ça peut aussi, soit parce que c'en est l'origine, soit parce qu'au bout d'un moment je me dis que je suis vraiment nulle parce que j'y arrive pas, concerner l'estime de soi, qui est plutôt l'opinion que je vais avoir de moi-même ou la valeur que je me porte. Alors parfois, il y a un petit exemple, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent cette petite anecdote, cette petite image, cette analogie qu'on prend parfois. C'est celui du billet de banque. Alors on peut imaginer un billet de, je sais pas, 500 €, et ce billet, vous imaginez il est tout beau, il est tout neuf et puis vous l'oubliez dans la poche d'un jean, par exemple. Alors je pense que c'est assez rare d'oublier son billet de 500 € dans la poche d'un jean, mais imaginons pour l'histoire que vous oubliez votre billet de 500 € dans la poche de votre jean et puis il passe à la machine à laver, il est, abîmé par la vie du jean et peut-être même, que le jean est un peu, décoloré ou bien qu'il est un petit peu craqué, le billet est un petit peu abîmé, peut-être un petit peu chiffonné,
il a les marques d'être cabossé par la vie qu'il a eue dans la poche du jean et pourtant ce billet, il vaut toujours 500 € et ça, c'est vraiment l'idée de l'estime de soi, c'est qu'on peut parfois être un petit peu cabossé par nos événements de vie, par des situations dans lesquelles on a pu manquer de confiance, vraiment de confiance dans les capacités qu'on avait à s'en sortir dans ces situations-là. Mais notre valeur d'être humain, bah, elle est la même et ça, idéalement, on devrait rester convaincu que la valeur qu'on a, là, elle a pas de prix. Donc ça, c'est vraiment plus ce qui va concerner l'estime. La confiance, ça va être comment je vais pouvoir reprendre cette confiance en mes capacités pour avancer dans mes différentes étapes de vie. Alors, il faut bien voir que cette confiance, elle est multifactorielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle dépend de plusieurs choses. Alors, ça dépend bien évidemment de notre éducation, de notre enfance, de nos expériences de vie, ça dépend de notre contexte, ça dépend de notre environnement actuel aussi. On n'est pas les mêmes quand on est fatigué, on n'est pas les mêmes, il se trouve que je travaille beaucoup avec des jeunes mamans dans la période, postnatale, notamment dans le retour au travail et beaucoup manquent de confiance dans cette période-là. On n'est pas les mêmes, quand on vient d'avoir un bébé et qu'on retourne au travail, la confiance, elle peut être tout à fait entachée et pas du tout la même que peut-être avant qu'on parte en congé de maternité. Donc vraiment, au cours de la vie, cette confiance, elle est évolutive et elle dépend aussi beaucoup de notre biologie. On va voir qu'on n'est pas tous égaux, même si le mécanisme, il est le même et que ces questions de confiance en soi, c'est vraiment sous le parapluie beaucoup plus global de la gestion du stress. Ce mécanisme, il est le même pour tout le monde, mais qu'ensuite, dans la manière dont ça va se traduire dans nos vies, les symptomatiques que ça va avoir pour chacun d'entre nous, les symptômes pour chacun d'entre nous de ce manque de confiance, là, ça va être tout à fait individuel. Donc, je vous invite à vous relier peut-être à des situations dans lesquelles vous identifiez que vous n'avez pas forcément confiance dans vos capacités pour faire telle ou telle chose ou pour avancer dans telle ou telle direction. Mais de vraiment bien vous rappeler que c'est pas parce qu'on manque de confiance dans un domaine qu'on manque de confiance d'une manière générale dans la vie ou que notre estime de soi doit être pour autant affectée. C'est vraiment des choses différentes. Je vous invite à faire votre petit bilan déjà là-dessus, prendre vos petites notes mentales ou réelles et puis petit à petit voir quelles solutions vous pourriez apporter, à ces problématiques-là que vous pouvez rencontrer. Alors la confiance en soi donc varie au cours de la vie et puis qu'est-ce que ça fait quand on manque de confiance? Bah, quand on manque de confiance, le grand problème, le problème vraiment qu'on cherche nous en tant que professionnels à vraiment, faire de la prévention et pour que les gens, se rendent compte et puis peut-être prennent des mesures et se fassent aider ou en parlent avant, c'est le problème de l'évitement. C'est-à-dire que quand j'ai pas confiance, à un moment donné, je vais commencer à tout faire pour éviter les situations dans lesquelles j'ai pas confiance et là, ça devient un engrenage puisqu'on a encore moins confiance et là, petit à petit, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas et au bout d'un moment, on se trouve, nul d'une manière générale dans la vie. Et ça, c'est vraiment l'engrenage qu'on veut éviter, c'est que le manque de confiance mène vers les stratégies, ce qu'on appelle les stratégies d'évitement. Non, on veut continuer à trouver le courage, à trouver cette capacité de courage, à quand même rester dans l'action, à quand même faire les choses, même si on va le voir, bah, nos émotions peuvent être tout à fait chamboulées, qu'on peut avoir de la peur, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses qui se passent en nous et on va voir lesquelles. Donc, c'est essentiellement ça qu'on cherche à faire, en tout cas aujourd'hui en vous en parlant, c'est à vraiment mettre l'accent sur le fait que tout ce qui se passe en nous quand on est stressé, quand on manque de confiance, quand on a des challenges, déjà c'est normal et que ce qu'on va essayer, c'est de pas se mettre dans un engrenage dans lequel ensuite on va se mettre à essayer d'éviter les situations dans lesquelles on va manquer de confiance et on va avoir du stress, hein. Vous voyez, c'est vraiment une boucle et ça c'est pas une boucle, très, très vertueuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, quand on manque de confiance, on ressent un stress. Alors là, je voudrais faire un petit arrêt quelques instants, revenir un petit peu sur la compréhension du stress. Parce que, ça me semble tout à fait fondamental pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe en nous dans ces moments où on se dit: «Mon Dieu, je vais jamais y arriver». Alors quand on se dit: «Mon Dieu, je vais jamais y arriver», bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est stressé et donc ça correspond à quoi le stress? Parce que je pense que tous vous pouvez vous relier à des situations de vie dans lesquelles, vous avez pu expérimenter du stress et vous dire: «Oh là là, je suis stressé» ou dire à votre entourage: «Bon, dis donc, je suis vraiment stressé en ce moment». Ça, on l'a tous vécu, mais on n'a pas forcément été jusqu'à se dire: «Mais c'est quoi cette définition du stress, en fait?» Alors, je vais vous en donner une de définition du stress pour vous donner là aussi un point de repère. En fait, le stress, et c'est pas ma définition, oh, je suis en train de faire tomber un truc, c'est pas du tout ma définition
définition, c'est, la définition de l'OMS, c'est que quand on est dans une situation, en fait, le stress, c'est d'être dans une situation, dans un contexte ou un environnement et dans cette situation, d'avoir l'impression qu'on ne va pas du tout réussir à s'en sortir, on n'aura pas les ressources, on n'aura pas les capacités, les ressources, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient peu importe émotionnelles, il va nous manquer un élément, il va nous manquer des ressources pour faire face ou pour relever le challenge de cette situation qui nous semble être une situation dans laquelle, voilà, on peut pas faire face. Alors ça, c'est vraiment la définition du stress, c'est-à-dire que c'est vraiment une interaction entre l'individu qui est placé dans un environnement et puis ce qui se passe. Alors on l'identifie souvent par quelque chose qui viendrait de l'extérieur, mais on peut aussi se relier parfois que le stress, il vient de l'intérieur. C'est toutes ces choses qu'on ressent et qui nous mettent en déséquilibre, hein. Donc par exemple, le stress peut venir aussi, de douleurs chroniques ou de choses comme ça qui nous stressent également. Donc c'est l'impact de quelque chose sur sur nous dans un contexte et dans un environnement et ce stress peut avoir des facteurs qu'on appelle objectifs ou subjectifs. Les facteurs objectifs, ça va être par exemple, d'avoir, tout à fait objectivement trop de choses à faire pour une journée. Alors par exemple, vous avez, je sais pas moi, 20 choses à faire, vous savez que ces 20 choses vont prendre en moyenne 45 minutes. Si vous comptez le temps qu'il faut quand même récupérer un petit peu par 24 heures, il faut avoir un minimum de sommeil, c'est fondamental quand même. Bah, vous savez que de toute façon, ces 20 choses que vous avez sur votre liste, ce sera absolument pas possible de les faire dans une journée de travail. Ça, c'est un facteur objectif, surtout si on vous rajoute une deadline, qu'on vient de vous donner la liste et que c'est à faire pour demain ou pour dans 2 jours et vous savez que matériellement, objectivement, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, ça ne rentrera pas. Donc ça, c'est un facteur tout à fait objectif. Alors ensuite, il y a des facteurs qui sont plus subjectifs, qui sont moi, comment je réagis dans une situation dans laquelle j'expérimente ce stress et ce décalage de moi dans la situation et des ressources que j'ai pour m'en sortir. Donc par exemple, situation tout à fait objective, je dois, préparer un document, pour une réunion très importante qu'on vient de m'annoncer, il me manque, un logiciel où l'imprimante ne marche pas et je ne peux pas imprimer le document. Les gens sont dans la salle de réunion, c'est très important et ça vient de s'improviser. Ça, c'est très, très objectif. Il est normal que dans cette situation-là, je commence à stresser. Maintenant, le facteur subjectif, ça va être que peut-être dans cette situation-là, moi en tant qu'individu, de par tout cet ensemble multifactoriel que sont mes expériences passées, mon éducation, la manière dont je prends les choses et aussi ma biologie, on va le voir dans un instant. Et bah, peut-être que donc par exemple, notamment, si j'ai pas dormi la nuit dernière et que je suis épuisée, peut-être que cette situation-là va me faire escalader encore plus dans le stress, là où quelqu'un d'autre, qui aurait pas du tout cette même base multifactorielle et qui peut-être a super bien dormi et est très reposé, a eu le temps de méditer, faire plein de sophrologie et de tout à fait bien, gérer ce moment de stress-là, n'aurait pas du tout réagi de la même manière. Et ça, c'est important de se rappeler que quand on est dans des situations, bah, il y a ces facteurs objectifs et là, il est normal de stresser, il est normal d'avoir une agitation qui monte parce qu'on doit trouver une solution et en même temps des facteurs objectifs et c'est à cela notamment qu'on peut essayer de s'intéresser parce qu'on ne peut pas forcément changer l'environnement et changer ce qui est objectivement comme c'est au moment où nous on expérimente le stress, mais par contre on peut peut-être apprendre à gérer différemment notre réponse dans cette situation-là. Alors quand on expérimente un moment de stress, il se passe quelque chose et ça j'aimerais vraiment le rappeler. Peut-être que pour certains c'est très, très clair, auquel cas, bah, venez vous y relier puis peut-être essayer de le vivre en vous en même temps et de voir ce que vous pouvez peut-être apaiser aujourd'hui et en profiter pour faire votre petit moment de gestion du stress. Et pour ceux pour qui ce serait pas nécessairement tout à fait clair, je voudrais rappeler un petit peu ce qu'on appelle la physiologie du stress. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation et qu'on expérimente quelque chose qui nous donne l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, ou en tout cas qu'on n'aura pas toutes les ressources pour s'en sortir sereinement, il y a une réaction tout à fait physiologique, c'est-à-dire une chaîne de réactions dans le corps qui se passe et qui entraîne ce qu'on appelle un réflexe de survie qui est traditionnellement, on l'appelle le fight or flight, le fuir ou combattre, et qui part vraiment de ce qui se passe dans notre corps. C'est-à-dire que quand j'expérimente ce stress-là et que quelque chose dans mon système nerveux se dit qu'il y a un problème, automatiquement, ça va me déclencher une réaction physiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un mouvement comme ça que certaines personnes décrivent vraiment comme un mouvement ascendant. Et puis ma respiration va se couper, mon cœur va commencer à battre un petit peu plus fort, mes muscles vont se tendre
et mon mental va commencer à se dire: «Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais va jamais m'en sortir» et en fait, on n'a qu'une envie, c'est de se sortir très, très vite de la situation en déguerpissant le plus possible. Ça, c'est la fuite ou si on était des petits hommes préhistoriques, bah, de combattre ce danger qui nous apparaît. Alors ça, c'est le réflexe vraiment qui on produit des hormones, hein, c'est-à-dire que quand on a le message de danger qui arrive, hop, il se passe une réaction vraiment, hormonale, qui fait que, nos surrénales, là, près des reins, vont produire des hormones, alors adrénaline, cortisol, pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler de ces noms-là, et ça va déclencher toute une chaîne de réactions physiologiques. Donc c'est extrêmement ça se passe dans le corps, le stress, vraiment, il y a quelque chose qui se passe dans notre biologie, hein. C'est en ça que je voulais dire que la biologie est très importante et qu'on n'est pas tous égaux et qu'on va ensuite avoir des symptômes qui ne sont pas nécessairement tous les mêmes. Pour certains, ça va passer presque inaperçu et puis d'autres vont déclencher tout de suite des migraines et puis d'autres vont avoir vraiment la respiration qui se coupe, vont vraiment sentir ces palpitations, vont vraiment sentir qu'au niveau de la nuque, ça commence à faire mal, qu'au niveau du dos, c'est tout tendu. Et ça, on ressent pas les mêmes symptômes. Mais vraiment, le réflexe, il est le même chez tout être humain, ce réflexe de fuite ou de combat. Et il y a un troisième aspect de ce réflexe-là ce qu'on appelle le freeze, c'est-à-dire de rester complètement figé. Quand on a un stress, une des réactions est aussi parfois de se figer complètement, puis de se dire: «Bon, bah, si ça passe, tant mieux». Sauf qu'après, on est absolument épuisé, c'est cette relâche parce que ce moment où on s'est mis en espèce ouais, de stupéfaction comme ça, figé en se disant: «On va attendre que ça passe et on verra bien avec un peu de choses, le danger sera passé, au loin». Bah, on est quand même en mobilisation totale de notre énergie physique et psychique à ce moment-là. Du coup, après, en fait, on se sent fatigué, épuisé même, hein, ça redescend comme ça pour ceux qui peut-être peuvent se relier à ces sensations. Alors ça, c'est un réflexe qui existe chez tout être humain qu'on appelle le réflexe de survie qui nous a permis de garder l'humanité en vie, tout bêtement. Mais dans nos sociétés modernes, ce réflexe de base, ben, en fait, n'est pas forcément le plus adapté, le plus proportionné dans les situations qu'on vit. C'est-à-dire que si vous vous imaginez que vous êtes stressé parce que vous devez faire une présentation dans une réunion, par exemple, que c'est très important, qu'on vous a bien rappelé que c'était très important, que ça avait beaucoup d'enjeux, qu'il y avait beaucoup de choses à préparer, beh, il est normal que vous soyez un petit peu en stress. Par contre, il va pas forcément, le côté fuir ou combattre n'est pas forcément adapté. C'est-à-dire qu'il va pas du tout être recommandé de fuir la réunion parce que vous êtes stressé. Ça peut peut-être marcher très temporairement, mais à un moment donné, vous serez rattrapé. Et puis, il n'est pas non plus très, très recommandé de combattre véritablement, hein, et de vous mettre dans une position de chevalier de cette réunion et d'hurler sur tout le monde, par exemple. Donc pas du tout recommandé d'avoir, ces réflexes dans le sens vraiment premier du terme. Par contre, on va essayer de voir comment on peut développer une réponse de notre système nerveux parce que tout ça se passe dans ce que je vous disais, c'est que c'est un réflexe en fait, hein, donc ça se passe dans notre système nerveux qu'on appelle autonome, indépendamment de notre volonté, tout bêtement. C'est-à-dire je ressens ça, ça se passe, et comment on peut faire pour du coup reprendre le contrôle volontaire d'un mécanisme qui est tout à fait involontaire? Alors on va voir que la première chose qui est, importante, c'est de bien se représenter que quand on a un moment de stress comme ça, auquel vous pouvez vous relier si vous imaginez par exemple une situation dans laquelle vous imaginez manquer de confiance en vous, hein, beh, il va se passer 4 choses simultanément. C'est-à-dire que je vais vous le mettre là, je vois qu'il y a une petite version de slide, mais voilà, c'est ça. C'est que simultanément, vous allez avoir une réaction de votre mental qui va commencer à se poser plein de questions, à se faire du souci, à se dire: «Mais alors il faudrait que je trouve une solution, il faut que je sorte de ce truc-là, il faut que je prépare encore mieux, blablabla, blablabla». Et là, on va commencer peut-être à être un petit peu plus négatif, on va commencer à ruminer, à manquer peut-être de clarté, à avoir du mal à prendre des décisions. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans la tête. Simultanément, mais pour certaines personnes, on s'en rend compte ou pas, on est vraiment pas du tout égaux par rapport à comment on ressent les choses. Pour d'autres, on va le ressentir tout de suite au niveau du corps, c'est-à-dire il va y avoir ces fameux maux de tête, ces tensions musculaires, il va y avoir peut-être pour certains des irritations de la peau, des difficultés à respirer, un petit peu de sensation de palpitation, il va vraiment se passer quelque chose dans le corps. Alors ça se passe de toute façon, mais on en a plus ou moins conscience.
Parfois, on me pose la question de savoir c'est quoi la première réaction? Est-ce que c'est la tête ou est-ce que c'est le corps? En réalité, c'est vraiment, c'est très simultané. C'est simplement qu'on va pas nécessairement le ressentir de la même manière d'un individu à un autre, mais les 2 se produisent. Et puis, il va se mettre en route aussi tout l'aspect émotionnel. Alors ça, parfois, on le décrit assez joliment comme un petit trait d'union entre ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. C'est-à-dire que quand on est très chamboulé au niveau du mental et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, que le corps, il est comme ça tout tendu, il va y avoir un signal pour nous indiquer qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué dans ces moments-là qu'il y a quelque chose qui va pas, mais comment vous le remarquez? C'est parce qu'il y a une émotion qui a surgi. C'est parce qu'il y a une émotion de peur qui est arrivée, parce qu'il y a une émotion de frustration, de colère, d'agacement, de de se sentir submergé d'anxiété, ça se relie vraiment à la peur. Il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être du découragement. Vous ressentez quelque chose à un niveau plus émotionnel, dans lequel on peut d'ailleurs, ranger, la perte de confiance est une forme de peur par rapport à ce qu'il peut se passer, hein, donc voilà, donc il y a tout un aspect émotionnel qui vient vous indiquer: «Regarde, regarde ce qui est là». C'est comme un messager qui vient vous dire: «Bah, voilà, il se passe ça». Alors le problème, c'est qu'on n'a pas forcément la boîte de le décodeur, on n'a pas forcément le mode d'emploi de ces émotions-là. Donc on va le voir un petit peu, comment est-ce qu'on se met en écoute de ce qui se passe en nous. Mais en tout cas, ces 3 éléments, l'aspect plus intellectuel, mental, l'aspect corporel, l'aspect émotionnel, tout ça se met en route quand on est dans une situation qui nous insécurise. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que de ces 3 éléments-là va découler ce qu'on appelle un comportement, puisque l'être humain est un ce qu'on appelle on est des êtres adaptatifs, on s'adapte à nos environnements. Alors c'est des grandes facultés pour l'être humain, parce que ça nous a permis à nous adapter à plein de choses, à travers les âges et les époques. Mais si on prend vraiment ce qui se passe dans nos vies, bah, on voit qu'effectivement, si on n'est pas très, très, si on est chamboulé et pas tout à fait aligné au niveau de notre mental, de notre corps et de nos émotions par, X ou Y situation événements qui se passent dans nos vies, bah, notre comportement adaptatif, notre réponse dans cette situation-là est pas forcément la plus adaptée non plus. Et c'est là qu'on va peut-être commencer à être un petit peu confus et puis, maladroit et puis, avoir vraiment des difficultés à se détendre et puis là, c'est même plus qu'on s'endort plus parce qu'on rumine, mais qu'on veut même plus, il y a une certaine personne, peut-être vous reconnaîtrez, mais presque procrastine le moment d'aller se coucher parce qu'ils savent qu'ils vont pas dormir, là 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 et là, on se met dans des boucles qui inclut aussi, nous, dans cette situation, notre réponse comportementale dans une situation, dans un contexte donné. Alors ça, c'est vraiment, des éléments qu'il est intéressant de connaître et puis de voir cette boucle-là et ce qu'on va essayer de voir, c'est comment à partir de là, en comprenant ces mécanismes-là, on peut peut-être essayer de reprendre le contrôle volontaire d'un mécanisme qui est tout à fait autonome. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que le corps humain est bien fait et qu'on a un certain nombre de possibilités par ces portes d'entrée mentales, corporelles, émotionnelles, de revenir, remettre un petit peu de alors contrôle, entendons-nous bien, c'est pas un contrôle contrôlant. Le but du jeu n'est pas du tout de ramener encore plus de tension sur la tension, mais plutôt de ce qu'on appellerait le contrôle volontaire, c'est-à-dire de ramener de la conscience, de ramener de l'intentionnalité sur nos comportements pour inverser la machine, pour inverser la tendance et pour venir apaiser ce mental, ce corps et ces émotions. Alors, j'espère que jusque-là, c'est à peu près clair. Heu, voilà, vous verrez sur les slides que vous pourrez tout à fait, avoir, hein, n'hésitez pas à les demander, mais normalement, à partir du moment où vous êtes inscrit pour avoir ce replay, vous devriez pouvoir avoir les slides si vous en avez besoin. Donc vous voyez ici, comment ça fonctionne le stress. Donc ce mécanisme du fuir ou combattre ou se figer, ça c'est les réponses tout à fait physiologiques qui commencent vraiment dans notre corps. Et puis vous voyez ce petit mammouth là où, ça nous montre, ça nous illustre cette réaction de stress qui est: «Je suis dans la situation, je commence à percevoir que j'ai pas tous les éléments pour bien répondre de manière sereine, proportionnée, adaptée et trouver ma solution». Donc on peut reprendre notre exemple, je dois faire une grande présentation et puis je commence à sentir le stress qui monte et puis il y a un élément ou un autre qui va pas. Dans ce cas-là, je commence à sentir que tout se prépare à l'intérieur de moi pour amener une réponse. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est que normalement, quand on a un moment de stress, une fois qu'on a trouvé notre solution ou que le stress est redescendu, alors prenons un exemple, par exemple, tout à fait, automatique, il y a un gros bruit. Bah, automatiquement, c'était quoi ce bruit? Et puis le bruit, en fait, je me rends compte que c'était juste une grosse porte qui claquait. C'est juste une porte qui claque, hein. Il y a ce mouvement comme ça de
de redescendre, de soupir, d'apaisement, de ce réflexe qui s'est mis en route tout seul, hein, où on voit dans ce mouvement-là, ah, ma respiration qui monte, qui se bloque et et la tension musculaire. Alors ça, normalement, on est tout à fait conçu en tant qu'être humain pour redescendre. Une fois qu'on a un moment de stress, on est conçu pour récupérer et revenir à la normale en ayant désamorcé ce stress. Et dans notre corps, ça correspond à quelque chose, c'est-à-dire que ce pic d'hormones de stress redescend et on se réapaise à nouveau. Notre respiration redevient calme, sereine et tranquille et on continue nos activités. Donc un gros bruit comme ça, bah, à la fin de ma journée, ça m'aura pas particulièrement posé de problème et ça va pas non plus me poser de problème pour m'endormir. Mais quand ça commence à être répété et que c'est pas juste des gros bruits dont je peux facilement identifier que, c'est une porte qui claque et je redescends, mais que c'est des choses qui impliquent qu'il faut que je trouve des solutions, que je mette en place X ou Y, chose, que j'aille parler à telle ou telle personne, que peut-être même ça implique d'aller voir un client un peu difficile ou que ça va me prendre du temps et que j'ai en plus encore plus vous voyez toutes ces couches de choses qui se rajoutent. Donc soit plein de petits stress, soit des gros stress qu'on a un petit peu du mal à évacuer, soit pire encore, bah, c'est les 2. C'est-à-dire que là, on rentre dans ce qu'on appelle un stade de résistance, qu'on appelle parfois aussi le stress chronique. C'est-à-dire que notre corps continue à pomper, à pomper, à pomper parce qu'il est dans ces situations, dans un contexte qui est en permanence, qui l'insécurise en permanence. Alors du coup, il y a encore un truc et encore un truc et donc ça continue comme ça à monter. On n'a même pas le temps de redescendre que ça continue à monter. Et donc ça crée un phénomène qui est assez bien connu, qui est celui de la fin de la journée, quand on se dit: «Voilà, ça y est, je vais éteindre mon ordinateur, tout va bien se passer, je vais récupérer, puis demain on reprend la journée, puis tout va être génial demain». Ça, c'est ce qu'on espère très, très fort dans notre mental, mais souvenez-vous que le mental n'est pas tout seul dans cette boucle-là et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que parfois, bah, justement, on a du mal à décompresser, on a du mal à laisser le travail au travail, on a du mal à s'endormir, on a du mal à récupérer et que le lendemain, on se réveille encore plus fatigué. C'est parce qu'à force de rentrer dans cette phase de résistance, bah, on n'a pas la possibilité, même avant tout physiologique, de bien récupérer pour remettre la boucle dans le bon sens et pour apaiser ce corps, ce mental et ces émotions. Alors, au fur et à mesure, si on laisse s'installer dans cette phase de résistance et cette phase de stress chronique, bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on s'épuise pour le coup. Et là, c'est d'où l'importance pour moi aujourd'hui de vous expliquer que ce mécanisme, c'est que c'est la base de la prévention, c'est-à-dire de comprendre ce mécanisme-là pour pas se laisser avoir et pour sentir que les signaux de fatigue, d'émotionnel un petit peu en montagne russe et d'impression que qu'on a cette charge mentale, c'est à prendre extrêmement au sérieux parce que c'est des signaux qui vont nous indiquer: «Attention, je suis peut-être quand même là en résistance, j'ai peut-être pas complètement récupéré». N'allons pas vers l'épuisement, vers l'usure et le burn-out, hein, ce fameux burn-out qui correspond à cet effondrement physiologique où on n'arrive plus à récupérer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que là déjà, le comprendre, c'est une 1 étape extrêmement importante pour bien voir avec quoi on va travailler, c'est-à-dire, avec tous ces éléments-là, pour aller voir ce qu'on peut faire justement pour redresser un petit peu la barre. Alors quand on vient relier ça à notre problème de confiance, bah, qu'est-ce qui se passe quand j'ai pas confiance en moi dans une situation? Il se passe ça, je stresse. Je commence à sentir que ça monte, je commence à avoir peut-être les mains moites, je commence à sentir que je suis toute tendue, que musculairement vraiment je peux le ressentir, que j'ai le cœur qui bat plus vite, que la respiration qui a changé, que hein, ça c'est vraiment voilà, je suis dans une situation, j'ai pas confiance, ça fait ça. Ou alors, ça peut être un petit peu plus diffus, mais je tourne en rond dans ma tête que j'ai pas confiance, qui est aussi un des éléments de ce stress. Donc en gros, bah, j'ai une vraie réaction bien, bien réelle, d'où l'importance de ce qu'on appelle les approches psychocorporelles. C'est que ce qui se passe ici, se passe aussi ici, dans mon corps. Alors quand on revient sur notre problématique de confiance et je vous disais au début, bah, il y a pas vraiment de recette miracle et j'en suis bien désolée. Ceci dit, si vous en trouvez une, n'hésitez pas à nous la partager. Mais ça va être déjà de revoir un petit peu et ça fait du bien aussi à notre mental. Quel est l'objectif? Quand on parle de confiance, est-ce que l'objectif, ça va être de rechercher un état de confiance absolue. Alors, je suis pas sûre que ça existe vraiment. Il est aussi sain parfois de se remettre en question, puis de vouloir, continuer à s'améliorer et puis alors sans tomber dans le perfectionnisme, bien évidemment, on est à la recherche plutôt d'un équilibre ou est-ce qu'on travaille sur un but précis?
C'est-à-dire que vraiment, j'ai identifié une situation dans laquelle j'avais pas confiance en moi et là, peut-être que je peux apprendre, par des choses aussi extrêmement précises à répondre à ce besoin-là. Les 2 sont possibles, c'est des approches un petit peu différentes. L'une va être une approche beaucoup plus globale de rechercher cet équilibre, sans se dire: «Ben, je vais avoir confiance partout dans tous les domaines de ma vie tout le temps», parce que ça, je pense pas que ce soit possible. Et comme on le disait au début, bah, c'est multifactoriel et ça varie la confiance. Donc il y a des moments où peut-être on aura moins de confiance et je pense que c'est vraiment sain, c'est-à-dire que ça fait partie aussi de notre processus d'être humain de temps en temps aussi de venir se remettre en question. Et dans le cadre du but vraiment précis où j'ai identifié une situation en particulier dans lequel j'avais pas confiance, ben, on peut là aussi trouver des situations des solutions qui vont être adaptées à ce but-là. Hein, donc il y a quand même quelque chose que l'être humain n'aime pas du tout et c'est important de se le poser. Déjà, ça nous aide un petit peu à déculpabiliser, individuellement. Mais c'est vrai que l'être humain n'aime pas du tout l'incertitude. L'être humain, il est fait pour s'adapter à plein d'environnements, mais ensuite, on aime bien, une fois qu'on a fait ce travail d'adaptation, bah, on se dit: «Voilà, maintenant j'ai géré le truc et puis maintenant je ça va être, comme ça, et ce sera très bien comme ça». Mais c'est pas le cas, en fait. Et là, on le voit bien dans les périodes qu'on a successivement traversées là, collectivement, de pandémie et cetera. On a été pendant quelques mois, si ce n'est, maintenant on le compte en années, dans des incertitudes permanentes et ça vient vraiment, vraiment, chatouiller, si ce n'est vraiment, affecter et chambouler, bah, nos repères, notre confiance et notre bien-être général, cette capacité qu'on a, à s'adapter. Au bout d'un moment, ça nous paraît long de s'adapter et de se réadapter et se réadapter, hein. Donc tout ça, c'est important de le prendre en compte et quand, effectivement le manque de confiance, on avait vu que ça touchait beaucoup à cette idée de ensuite je vais me mettre, enfin en tout cas je vais essayer d'éviter de me mettre dans des situations d'évitement justement, je vais continuer à passer à l'action mais c'est vrai que le manque de confiance peut avoir des conséquences au quotidien qui peuvent être vraiment handicapantes. C'est-à-dire que, si on se sent qu'on se fige comme ça en permanence, ça nous fait remonter notre stress régulièrement donc ça peut être vraiment, vraiment intéressant de faire ce petit bilan et d'essayer d'identifier quelles sont les situations qui peuvent être vraiment très variées parce qu'on sait que nos domaines de vie se nourrissent, hein, donc ça peut être dans un domaine, j'ai pas confiance, mais c'est vrai que ça rejaillit parce que je me sens peut-être fatiguée si c'est, par exemple, dans le domaine de on prenait tout à l'heure l'exemple de parler en public, bah, si je dois, 2-3 fois dans la semaine, faire une intervention, ça va me fatiguer. Si ça me fatigue, ensuite ça va peut-être impacter d'autres domaines de ma vie et c'est ces boucles-là qu'on cherche à éviter, hein. Donc c'est important de connaître notre physiologie parce que ce que je vous expliquais sur notre réflexe de stress, ça va être vraiment notre point de départ et je vais vous proposer maintenant, bah, des formes de solutions. Alors vraiment j'insiste, c'est pas des recettes miracles, c'est vraiment des suggestions pour que vous puissiez faire votre petit auto-bilan et puis, commencer votre petit travail que j'aime bien appeler un petit travail de détective. Alors sans se mettre trop la pression, hein, mais au moins ça vous donnera et vous pourrez continuer à avoir les slides si vous le souhaitez pour garder ces points de repère-là et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire justement pour relâcher un petit peu ce qui se passe au niveau de notre mental, de notre corps et de nos émotions. C'est ce que j'appelle adopter une approche globale. On a vu que le point commun de toutes ces situations dans lesquelles on manquait de confiance et où on avait l'impression qu'on n'allait pas s'en sortir pour telle ou telle raison, qu'il y avait trop de charge de travail, que c'est trop compliqué, qu'on n'a pas les capacités ou les connaissances nécessaires dans telle ou telle situation. Le point commun de toutes ces situations-là, c'est le stress que ça va nous créer. Et là, je pense que si déjà on arrive à retourner à cette base-là et à faire le point, alors régulièrement, parce que c'est évolutif, c'est de la matière vivante, c'est mouvant, on n'est pas les mêmes à chaque période de nos vies, comme on le disait au début, et puis en essayant de le faire le plus objectivement possible. Ça, c'est important aussi parce que, l'être humain, il est très, très bon pour anticiper, si possible négativement. Ça fait partie de ce qui nous maintient aussi en vie parce qu'on balise comme ça un petit peu toutes les solutions et tous les scénarios possibles, en allant dans les plus négatifs. Comme ça, on se dit: «J'aurai une solution». On n'est pas nécessairement objectif dans ces moments-là, hein, bien au contraire. On parlait tout à l'heure des facteurs subjectifs, c'est-à-dire comment moi, en tant qu'individu, je réagis dans une situation. On va essayer de rétropédaler un petit peu et puis en faisant des petits bilans comme ça, de regarder, bon, bah, là, par exemple, cette semaine, c'était vraiment là que j'étais pas à l'aise dans cette situation-là et ça m'affecte vraiment. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux me remettre dans une action positive pour changer ça? Et je vais essayer de regarder ça le plus objectivement possible.
Ce qui est déjà tout un petit travail, hein, à faire, mais ça va vraiment commencer là. Puis si on a du mal à le faire tout seul, on peut tout à fait se faire aider, hein. C'est à ça que servent, les thérapeutes, les coachs, il y a aujourd'hui tout un tas de possibilités pour se faire, aider, sur ces su dans cette approche globale, hein, qu'on appelle parfois aussi, approche systémique, hein, où on prend tout comment tout ça se répond, pour nous, on va essayer de le faire se répondre pour que ce soit le plus harmonieux possible, en tout cas. Alors, un autre point, ça va être déjà dans l'entrée comme ça dans cette approche globale, de se dire: «Bon, en tant qu'être humain, il y a quand même quelque» là, c'est tout à fait objectif justement. Oui, on est vulnérable en tant qu'être humain. Nous n'aimons pas l'incertitude et pourtant nous avons cette vulnérabilité-là. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais me dire que j'aime pas l'incertitude et que je vais envisager tous les scénarios possibles les plus négatifs pour me préparer, que tout va bien se passer. Donc réhabiliter, cette vulnérabilité, non pas du tout comme une faiblesse, mais comme notre point de départ pour se dire: «Bah, finalement, si je peux nourrir ma capacité à m'adapter, si je peux venir nourrir ma flexibilité physique et psychique pour m'adapter aux changements, pour venir vraiment avoir confiance que je vais pouvoir m'adapter aux différentes situations et que je m'en sortirai, même si je ne sais pas encore quelles ressources je vais mettre à la disposition de cette situation précise-là, c'est déjà un premier grand pas. Alors on n'a pas encore réglé les solutions, mais je pense que c'est vraiment important de le poser parce que, voilà, parfois on aimerait bien tous être un petit peu, alors c'est un petit peu ce serait être surhomme, surhumain, des super-héros, de venir avoir la réponse, à toute situation et non, nous sommes des êtres humains, nous avons cette vulnérabilité-là, c'est important de se le rappeler. Ça permet de créer quand même des réponses beaucoup plus ce qu'on appelle beaucoup plus écologiques, hein, sur le long terme et au lieu de nous faire re-rentrer dans une lutte en se disant qu'on aimerait être encore plus fort. Alors oui, on va essayer d'aller chercher nos ressources de courage, de détermination, de ténacité et tout ce qu'on peut pour, se sortir des situations qui nous embêtent, mais on va quand même se rappeler qu'on est des êtres humains et qu'on n'aime pas le changement et que c'est OK. Allons donc travailler notre flexibilité plutôt. Alors, on va aussi mettre tout de suite en place, même si ça demande un petit effort, parce qu'encore une fois, hein, on reprend le contrôle volontaire d'un mécanisme qui est tout à fait involontaire. Donc, on ne fait pas exprès d'avoir les réactions qu'on a dans les situations dans lesquelles on manque de confiance. Par contre, on va se dire quand même, bon, ce serait bien d'arrêter de comparer. Ce serait bien d'arrêter aussi de se déprécier, hein, de se dévaloriser. On parlait tout à l'heure du billet de 500 euros. Voyez-vous comme à votre juste valeur, hein. Là aussi, on essaye de le faire objectivement, mais le fait de manquer de confiance parce qu'on n'a pas forcément peut-être tout à fait là, dans cet instant, les connaissances exactes, le parfait contexte pour répondre à une situation donnée, ne devrait pas en principe, on devrait pouvoir, le soir, réatterrir de cette situation-là qui est peut-être un petit peu cafouillée dans la journée, de manière, plus ou moins sereine, hein. Donc ça, on devrait normalement surfer les moments de stress ils sont tout à fait normaux. Il se passe des trucs des fois dans nos vies, voilà, grande découverte de la journée, c'est qu'il se passe des trucs, et que parfois ça vient nous chatouiller, ça vient nous mettre en stress, ça vient nous faire perdre un petit peu cette confiance qu'on a en nous, mais ça ne devrait pas aller jusqu'à nous faire nous sentir nous dévaloriser. Là aussi, si on identifie que c'est quelque chose qui revient quand même très souvent et qu'on le fait beaucoup, de penser peut-être à aller là aussi se faire aider un petit peu, petit coup de main là, coach, thérapeute, ce que vous voulez comme approche qui vous aidera à faire ce petit pas-là, mettre ce levier-là. Alors, dans cette même idée, c'est vraiment l'importance d'en parler. On parlait de la difficulté de se mettre au bout d'un moment dans des situations où on a envie d'éviter les situations qui nous stressent. Beh, vraiment de venir en parler, de trouver des personnes de confiance ou même de peut-être trouver des mentors parce que les gens que vous admirez peut-être aujourd'hui sont passés exactement par les mêmes doutes que vous. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en fait sont ravis d'accompagner, les plus jeunes générations ou des gens qui ont peut-être moins d'expérience sur tel ou tel sujet. C'est pas nécessairement une question d'âge ou de génération, hein, ça peut être simplement, sur un métier donné, bah, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a plus d'expérience que moi et qui du coup va m'aider à développer les compétences
qui sont requises pour ces tâches-là, que moi j'ai peut-être pas, mais je peux avoir confiance dans d'autres ressources que j'ai. Donc là, c'est important d'identifier ça. Alors sachant que les personnes de confiance, parfois, c'est pas toujours nos amis. Et ça, on va le voir parce que parfois nos amis, nous di alors nos amis sont des personnes de confiance, hein, n'allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit, mais ne sont pas forcément les mieux placés dans ces situations-là. Très souvent, veulent plutôt nous rassurer en nous disant: «Mais si, tout va bien se passer». Or, qu'est-ce qui se passe quand on me dit: «Mais t'inquiète pas, ta présentation, ça va bien se passer, c'est pas la fin du monde». En fait, ça nous fait encore plus stresser. Parce que ce mental qui est en train d'angoisser et de se dire: «J'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais», si on lui dit: «Tout va bien se passer», qu'est-ce qu'il fait? Il se met encore plus en lutte en se disant: «Mais non, ça va pas bien se passer du tout». Donc ça, on va essayer de trouver des personnes qui sont des personnes dont on a peut-être pu vérifier dans certaines situations qu'elles avaient une vraie capacité d'écoute, ce qu'on appelle l'écoute active, hein, sans jugement et de dire: «Bon, bah, voilà, ça c'est quelqu'un avec qui je peux sentir que je peux vraiment décharger mon truc et que, il y a pas forcément besoin d'une réponse en fait. Quand on se dit qu'on va pas y arriver, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un qui va nous dire: «Tout va bien se passer». On a juste besoin d'un endroit où on peut déposer notre stress. Et ça, bah, c'est pas forcément les gens qui sont autour de nous, de notre famille ou nos meilleurs amis, parce qu'eux vont peut-être avoir, plutôt envie de nous rassurer et vont peut-être le faire avec maladresse. Donc là aussi, ça peut être dans le cercle professionnel, s'entourer de gens dont on peut tout à fait on appelle ça parfois dans les techniques notamment de communication non violente, dont je vous reparlerai un petit peu pour la gestion des émotions. Mais on appelle ça des potes d'empathie, c'est-à-dire que c'est des gens qu'on a identifiés comme étant des gens, ça peut être des collègues ou à qui on peut, vraiment venir, déballer nos trucs. Alors il s'agit de le faire de manière toujours, proportionnée, hein. Il ne s'agit pas de leur hurler dessus et de leur déverser toutes nos émotions, mais de créer un espace, entre nous, entre vous, où on n'attend pas forcément une réponse, mais juste on sait qu'on est en confiance pour décharger ce truc-là qui nous soucie. Et là, il y a quelque chose qui peut déjà s'apaiser différemment, hein. Donc ça, c'est des choses qui peuvent vraiment être utiles de venir mettre en place, comme un petit réseau de personnes soutien. Ça, je le recommande énormément quand on identifie que peut-être le on pèche un petit peu en termes de manque de confiance. Alors, un point important aussi dans le fait d'adopter comme ça une approche globale, c'est d'identifier, nos moments de culpabilité. Alors, en général, on se trouve en plus nul de se trouver nul, hein, et on porte comme ça, cette culpabilité de se dire qu'on n'est pas à la hauteur d'un événement et que c'est de notre faute et cetera et cetera. Alors si c'est pas le cas pour vous, bah, tant mieux. Mais si c'est le cas, déjà, je tiens vraiment à désamorcer un peu le tabou de ça, hein. Non, je vous parlais, tout à l'heure de travailler pas mal avec des jeunes mamans, bah, ça c'est quelque chose qu'elles expriment beaucoup, hein, cette culpabilité-là, mais il y a pas que cette population-là du tout et je crois que la culpabilité, autant elle est très utile parce qu'elle nous sert en société bah, quand même à vivre avec les autres, hein, sinon, on ferait tous, toujours un tas de choses, horribles aux autres et puis on s'en ficherait complètement. Donc heureusement qu'on a quand même une forme de moralité, de culpabilité de temps en temps. Mais on a aussi parfois tendance à se rajouter de la culpabilité que j'appelle parfois comme la double peine. C'est-à-dire que non seulement il y a l'événement qui nous stresse et en plus on se dit que c'est de notre faute et que ça va pas, qu'on saura pas gérer, qu'on est nul et cetera. Et ça, c'est vraiment important de l'identifier et puis d'essayer et là aussi on peut s'entourer, se faire aider là-dedans, de venir petit à petit, diminuer la part de cette culpabilité-là en tant que double peine. Puis on garde quand même, la culpabilité qui nous sert de boussole morale, hein, mais il y a probablement toute une dose de cette culpabilité qui nous rajoute de la pression et qu'on peut essayer d'identifier et si on n'y arrive pas tout seul, de se faire un petit peu aider pour s'apaiser avec ça. Alors dans cette même idée où on se trouve parfois un petit peu nul et puis après on passera aux solutions un petit peu domaine par domaine en reprenant nos catégories là, mental, corps et puis émotion. Mais, c'est aussi d'essayer de plus en plus de vous mettre, alors je dis essayer parce que c'est pas toujours facile et puis petit à petit on essaye plus on y arrive, mais, de plaider pour soi comme si on plaidait pour les autres. Parce que vous pouvez sans doute identifier des situations dans lesquelles
vous valorisez beaucoup d'autres, par exemple des collègues, vos enfants, vos amis, peu importe autour de vous, mais ou s'il y a une situation dans lesquelles ils ont peut-être eux-mêmes pas tout à fait confiance ou pas tout à fait réussi quelque chose, où vous avez envie de les aider et puis de leur rappeler combien, si, ils ont des belles ressources, en eux et qu'ils vont y arriver et vous avez envie de plaider leur cause, à eux-mêmes ou aux autres. Et on oublie de le faire pour nous-mêmes et ça, je crois que c'est un point extrêmement important, c'est de se rappeler aussi de plaider de temps en temps et même, souvent, d'abord pour soi, comme enfin d'abord, on peut aussi plaider pour les autres quand on trouve que qu'ils le méritent et qu'on veut mettre avant leurs atouts et leurs ressources. Mais n'oublions pas de le faire pour nous-mêmes. Ça ne veut pas du tout dire qu'on se met, tout d'un coup, en position complètement nombriliste, égocentrique. Non, c'est simplement que, ça rejoint un petit peu le côté d'arrêter de se dévaloriser, et simplement de se rappeler que oui, nous aussi, chacun, on a, des ressources et des connaissances et des compétences qui vont nous permettre, même si là, dans cette situation qui vous stresse ou dans laquelle vous manquez de confiance, bah, c'est pas tout à fait au point. Oui, on peut se dire qu'on va y arriver quand même, hein. Alors, c'est de se remettre vraiment dans cette boucle d'action positive dont on parlait tout à l'heure, de ne pas aller vers l'évitement, de vraiment rester dans l'action et autant on ne peut pas changer l'environnement et ça fait partie aussi d'une certaine forme de bilan objectif, de se rendre compte que oui, dans certaines situations, on peut perdre un petit peu nos moyens, on peut avoir telle ou telle réaction qui ne nous convient pas. Ça, c'est objectif. Pour le moment, c'est comme ça. L'action positive, ça va être de se dire: «Comment je vais pouvoir créer une nouvelle réponse dans ces situations-là?» Donc ça commence par le bilan, ça commence par se dire un petit peu toutes ces choses qu'on est en train de poser et de se souvenir que oui, on a des qualités et on a des valeurs qui vont nous servir de boussole pour avancer et qu'on va pouvoir aller les chercher. Et souvent, quand il y a du stress, ben, vous pouvez vous imaginer, voilà, on est tout plein de stress. Alors, j'exagère évidemment dans ce mouvement-là, mais c'est un peu ça que ça fait. Ça nous met déjà dans des tensions physiques, des tensions mentales, cognitives. On n'a plus trop on voit plus les choses tout à fait de manière neutre. Hein, ça rumine, il y a le petit vélo qui s'est mis en route, on a les émotions qui sont en montagne russe. Bah, c'est pas évident dans ces moments-là de se dire: «Si, si, si, j'ai plein de ressources, je vais y arriver, je vais faire le tri, je suis très bon là-dedans». Non, dans ces moments-là, on a tendance à pas y arriver. Donc ça va être de s'entraîner, et ça, des méthodes comme la sophrologie, par exemple, on travaille beaucoup cet aspect-là de vraiment venir ressentir qu'on a toutes ces compétences, ces qualités, qu'on a un certain nombre de piliers de valeurs dans nos vies qui sont tout à fait importants, qui nous servent vraiment de structure comme ça et dans lequel on va pouvoir cheminer et petit à petit retourner dans cette action positive, de venir transformer les choses, ou en tout cas notre regard sur les événements de manière plus positive. Alors une fois qu'on a mis ce contexte-là, et bien, on va pouvoir aller voir un petit peu, comment on peut, aller dans les différents domaines, dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, un petit peu ça, je vous fais vraiment ça comme une proposition puisqu'on a vu tout à l'heure que quand on était dans des situations dans lesquelles on avait l'impression qu'on s'en sortirait pas, bah, ça venait affecter soit notre mental, soit nos émotions, soit l'aspect plus corporel. Je vais vous faire vraiment une petite proposition, domaine par domaine et puis vous verrez ensuite, peut-être que vous aurez envie, d'aller piocher là-dedans et peut-être que pour certains, la porte d'entrée plus corporelle vous parlera plus, peut-être que pour d'autres, ce sera, cette porte plus intellectuelle, plus cognitive, plus mentale. Alors dans l'aspect, confiance et mental, c'est-à-dire vraiment, quand je suis dans un contexte dans lequel j'ai l'impression que je perds pied et que tout s'agite. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour apaiser un petit peu le côté mental? Alors déjà, même si on est en train de voir qu'on peut renforcer nos capacités à se sentir en confiance, bah, il y a quand même quelque chose où notre mental et ça c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, si on essaye de rassurer le mental en lui disant que tout va aller bien, de temps en temps, il panique ce mental-là, c'est un peu contre-productif et il y a une chose quand même auquel vous ne pourrez pas échapper, c'est dans certaines situations l'importance de se préparer. Ce qu'il va falloir savoir identifier, c'est la différence entre la préparation efficace, c'est-à-dire oui, si j'ai une préparation à faire pour préparer une réunion énorme
où je vais devoir faire tous les bilans de l'entreprise devant toute l'entreprise, il y aura 2 000 personnes. Bah oui, il y a du stress et si je ne me prépare pas, il y a de fortes chances que ce stress soit encore plus grand le jour J. Maintenant, il y a préparation et il y a rumination. Donc c'est vraiment de savoir doser et ça s'apprend et je vous invite vraiment là aussi à faire votre petit cheminement là-dessus et vous faire aider si c'est pas quelque chose de naturel. Rien que le fait de l'entendre, peut-être que voilà, pour certains, ça va être tout à fait assez pour qu'ils s'en souviennent et qu'ils se disent: «Mais oui, c'est vrai, là, j'arrête de ruminer». Pour d'autres, il y aura peut-être besoin d'un petit boost, une petite aide supplémentaire. Ça, je vous invite vraiment à faire votre petit bilan. Mais en tout cas, il faut quand même se rappeler que rien ne peut enlever que oui, on a quand même besoin de préparer un certain nombre de choses et pas juste de compter, comme ça sur notre intuition en se disant: «Je vais avoir je j'ai confiance que je vais y arriver». Pourquoi? Parce que si on n'a pas préparé quelque chose d'important qui demandait de la préparation, notre mental se met en boucle automatiquement et là, on le sait au fond de nous qu'on n'a pas préparé. Donc c'est de trouver cet équilibre entre la préparation, mais qui ne va pas jusqu'à la rumination. Quand on dit aux jeunes parfois, je sais pas moi, avant ton examen, tu te prépares bien, puis le dernier jour tu révises pas, il y a une logique là-dedans. Alors après, réalité objective, on s'adapte aussi au temps qu'on a, à la manière hein, voilà, c'est toujours vraiment de développer cette flexibilité physique et psychique de réagir en fonction des situations qui nous sont données. Il y a des fois où on n'a pas beaucoup de temps pour se préparer, par exemple. Bon, bah, là, on fait de son mieux et puis si en général on a préparé bien régulièrement, il y a moins de gros paquets qui arrivent d'un coup et on vient comme ça apprendre à se réguler. Alors, il y a la préparation, puis il y a le fait aussi, comme la confiance vient toucher vraiment notre, mmh, l'impression qu'on a d'avoir suffisamment de compétences pour pouvoir relever les challenges, bah, ça va être aussi de se mettre en mode apprentissage permanent. C'est-à-dire que parfois, ça peut valoir le coup tout simplement de prendre un petit cours, de prendre la parole en public ou bien de prendre un cours de tel ou tel logiciel avec lequel je suis pas à l'aise et ça me prend plein de temps dans ma journée parce que justement je le rumine et je me dis que j'ai pas les outils qu'il me faut pour travailler. Bah, ça peut être des choses extrêmement concrètes comme ça, où on se met en mode apprentissage pour venir combler un petit peu les endroits où il nous manque peut-être tout bêtement de la connaissance et de l'entraînement. Donc ça peut être extrêmement utile et ça calme énormément au niveau du mental. C'est d'identifier aussi nos croyances limitantes. Quand on se dit qu'on est nul, ben, pas un super mindset et là aussi, il y a tout un tas de possibilités de venir soit se faire aider, hein, de travailler avec des coachs, par exemple, pour venir identifier un petit peu, ce qui est à la base de ce qu'on se dit nous-mêmes. C'est pas toujours évident de repérer, ce qu'on se répète en permanence parce que c'est nous avec nous-mêmes et qu'on le voit pas forcément. Mais ça peut être intéressant parfois quand on a des schémas un petit peu répétitifs dans certaines situations, de se dire: «OK, qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui vient me bloquer? Qu'est-ce que je me dis? Est-ce que je me dis que je suis nulle? Est-ce que je me dis que j'y arriverai jamais? Est-ce que je me dis que peut-être, de toute façon, dans ma famille, on est tous comme ça et que donc ça, j'y arriverai pas?» Hein, donc ça peut être aussi intéressant de venir aider un petit peu le mental à se débarrasser de ces petits chemins qu'il a créés là, de ces petits raccourcis qu'il a créés vers certaines croyances qui nous empêchent de progresser. Et alors là, je vois qu'il y a une faute de frappe, mais c'est travailler clarté, focus et concentration. Là aussi, ça se travaille et autant on va voir après que la relaxation et vraiment lâcher le mental est très utile aussi, autant il s'agit juste de remettre le mental là où il doit être parce qu'on a besoin de cette clarté, de ce focus et de cette concentration et ça se travaille également, hein. Notamment, la méditation peut être alors c'est tout le monde n'est pas à l'aise avec la méditation, mais ça peut être un outil extrêmement intéressant pour justement venir apprendre à renforcer notre capacité à faire de la clarté, à se concentrer, et ça nous permet aussi d'être beaucoup plus au clair sur nos objectifs. Alors là, j'ai dissocié un petit peu les objectifs, les désirs et les intentions. Je vais vous dire pourquoi. C'est si on reprend par exemple notre exemple de parler en public, votre objectif, ça va peut-être être la réunion de la semaine prochaine. Votre désir, c'est peut-être d'être un grand, orateur, mais là, ça reste un désir parce que concrètement, l'objectif, c'est la réunion de la semaine prochaine. Les 2 sont valables et on a tout à fait, c'est tout à fait intéressant de se dire: «Mon challenge, c'est de devenir un grand, grand orateur». Mais concentrez-nous déjà sur l'objectif qui fait que la semaine prochaine, au moins, on ne sera pas épuisé après la réunion parce qu'on n'aura pas été tout en tension au moment où on va devoir aller, présenter telle ou telle chose qu'on doit présenter. Donc c'est d'être capable d'avoir cette clarté en nous aussi de où on est,
de savoir ce qu'on fait quand on le fait, d'y mettre de la conscience et puis l'intention, ça va être quels petits pas je vais mettre en place pour arriver vers cet objectif et si possible aussi vers ce désir. Mais déjà, ce serait bien de me dire: «Bon, bah, l'intention, c'est que je vais déjà préparer ma réunion et puis je vais peut-être prendre un petit peu, 1 ou 2 petits cours pour parler en public un petit peu mieux, peut-être d'apprendre à respirer un petit peu, on va le voir dans un instant, de voir comment je peux utiliser aussi mon corps dans ces moments-là. Si j'ai des symptômes peut-être physiques, par exemple, je me sens bloquée, j'ai l'impression que j'ai pas assez de voix à ce moment-là, que j'ai les mains moites, ce genre de choses. Bon, bah, tout ça, c'est des choses qui viennent se travailler. C'est des éléments vraiment qu'on peut travailler. Il y a tout un tas de techniques, dont la sophrologie, hein, mais pas que, qui peuvent venir vous être utiles, heu, pour ramener déjà un petit peu d'apaisement au niveau du mental. On met des objectifs clairs, on fait un petit peu du tri dans tout ce qui tourne en rond. Alors là aussi, la méditation, la visualisation positive, ça peut être très, très utile de venir vous visualiser, dans des par exemple avec des méthodes d'hypnose, de sophrologie, de relaxation hypnotique, enfin tout un tas de techniques ou de méditation guidée, pour vraiment, vous mettre dans cet état d'esprit que oui, vous allez, tout à fait être capable de faire ce que vous avez à faire et de relever ce challenge-là. C'est pas toujours suffisant, on va le voir dans un instant, mais surtout et je vous l'ai mis à la fin, le pouvoir de la détermination, c'est que dans le domaine de la confiance en soi, il est quand même important, sans aller toujours en train d'essayer de passer en force et d'avoir trop de challenge parce que ça nous épuise et en fait, c'est un peu contre-productif. Mais la détermination, le fait de pas se décourager et de voir ça comme une progression, vraiment un apprentissage petit à petit est fondamental. On ne devient pas comme ça du jour au lendemain super bon dans tout. Ça demande de l'apprentissage, donc on reprend un petit peu à la base, on fait de la clarté, on fait de l'espace et on avance petit à petit sans se décourager, ça c'est vraiment important. Alors deuxième aspect, ça va être, de se dire que, bah, oui OK, j'ai fait tout ça et pourtant quand je me retrouve dans une situation dans laquelle en général j'ai pas confiance, bah, je ressens tous ces trucs, tout cet aspect très corporel qui se met en route, ma respiration qui se saccade, qui est bloquée, les palpitations, c'est là quand même. Alors, bah, là, il y a peut-être la porte entrée corps où on peut s'intéresser à ça. Alors, je vous invite, si vous connaissez pas, à regarder, il y a quelques TED Talks et de conférences, je pen alors, heu, à l'origine, c'est en anglais, mais je pense qu'il doit y avoir des traductions ou en tout cas, vous pouvez assez facilement trouver, et c'est ce qu'on appelle les power poses. Alors, c'est une dame qui s'appelle Amy Cuddy, pour ceux qui la connaissent et qui, a fait un travail assez intéressant autour de ça. Autour de la manière dont, et ça fait du sens quand on connaît un petit peu le fonctionnement du système nerveux, mais, quand on est dans certaines positions, bah, ça dégage pas du tout la même chose, mais aussi à l'intérieur, nous, comment on se perçoit dans la situation, c'est pas du tout non plus la même chose. Autrement dit, et là, ça va vous paraître évident, si je suis comme ça, bah, c'est sûr que si je parle comme ça à ma réunion devant plein, plein, plein de monde et que c'est très important, il y a beaucoup de challenges et il y a beaucoup d'enjeux, ça va pas du tout être la même chose que si j'ai appris à positionner, mon corps, à prendre l'espace, à porter ma voix. Bien évidemment, ce sera pas du tout la même chose, hein. De la même manière, quand on dit parfois avant de décrocher le téléphone avec un client un peu difficile, on se fait un sourire et ça change le ton de voix qu'on aura au téléphone. Toutes ces petites choses, vraiment essayer de vous en inspirer, de les nourrir, de les développer et même de les apprendre parce qu'il y a certain nombre de méthodes dont la sophrologie fait partie aussi, mais parfois on utilise aussi les méthodes comme la méthode Alexander. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais qui est un travail très, très postural, et qui aide énormément comme ça à apprendre à projeter sa voix, à apprendre à relâcher ses mains, ses bras, ses jambes, et là, il se passe quelque chose qui est tout à fait différent quand on sait, reprendre la main sur ces symptômes, cette symptomatique corporelle, physique, c'est des choses qui se travaillent en fait. Toutes ces sensations, ces manifestations de stress et d'inconfort, ça se travaille. Et donc quand on sent qu'on peut prendre notre espace, quand on sent qu'en fait, on peut tout à fait, se poser, poser sa voix, être bien préparé, être relâché,
On aborde les choses de manière tout à fait différente. On est déjà beaucoup moins fatigué à la fin, et petit à petit, on regagne en confiance et on retravaille cette flexibilité. Ça veut pas dire que ce sera tout parfait, ce qu'on fait. Ça veut pas dire que on sera l'orateur du siècle, mais challenge relevé, et ça, c'est ce qui va participer de renforcer la confiance, hein. Je travaillais l'autre jour avec une jeune femme qui manque énormément de confiance dans les entretiens, et en fait, on est venu travailler ça justement. Elle avait beaucoup cette sensation interne de perdre ses moyens alors que ça se passait bien, mais elle était dans une tension, totale, et en fait, en venant travailler juste un petit peu, on s'entraîne à relâcher la pression, à travailler un petit peu, au niveau de la posture, de la respiration, du relâchement corporel. Ça change tout, et donc elle me partageait après que, bah, voilà, elle a donné le meilleur de ce qu'elle pouvait donner. Ça avait beaucoup d'enjeux pour elle. Elle allait voir, mais en tout cas, elle se sentait pas stressée, elle se sentait pas paniquée, et ça changeait tout, hein. Donc on peut pas nécessairement changer la solution finale ou ce qui se passe au niveau de la réunion, de l'enjeu, de l'entretien, ou quel que soit, ce qui se passe pour vous. On ne peut pas changer le contexte, mais on peut nous changer notre réponse, et ça change déjà tout. Et ça se travaille vraiment. Donc on peut le travailler par des techniques où on va travailler par exemple l'ancrage, par des techniques qui ressemblent à des ça peut être le yoga pour certains, si certains d'entre vous pratiquent le yoga, les techniques d'ancrage, les relaxations guidées d'ancrage également, de vraiment s'habituer à ressentir les points de contact du corps, hein. On disait tout à l'heure que quand on est en stress, il y a un mouvement un peu ascendant comme ça. On prend le temps de redescendre, on s'habitue à bien sentir qu'on est là, présent, ici, maintenant, ça change tout, et on s'habitue à relâcher les tensions. Donc là, faire des petites tensions relâche, hein, c'est des choses qu'on peut tout à fait apprendre. Et puis quand même, on repart à la base, et ça, nos corps, on oublie parfois qu'ils ont des besoins tout à fait, essentiels, et si on les nourrit pas, bah, ça va pas aller, et ça, on a beau, peut-être très bien se préparer, faire des visualisations, avoir tout bien clairement nos objectifs, avoir travaillé un petit peu notre ancrage, notre posture, et puis pourtant, si on n'a pas assez bu, si on n'a pas assez mangé, si on manque cruellement de sommeil et si on fait pas d'activité physique, à un moment donné, ça va pas aller, et ça, je crois que c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous l'ai mis là, c'est que comme c'est un j'aime beaucoup cette image du cercle qu'on a vu tout à l'heure, parce que c'est vraiment une boucle. Et ben, s'il nous manque un si à un endroit, c'est complètement déséquilibré dans la boucle, c'est important de revenir à la base, et je vous parle de l'hydratation. J'aurais dû le mettre en capital, parce que quand on est en général dans des moments de stress, et puis dans des journées un petit peu en tunnel où on commence la journée et puis ensuite, voilà, on déroule la journée jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement se reposer un peu le soir, et encore on n'arrive pas toujours à récupérer. Bah, toute notre énergie physique et psychique est orientée vers, trouver des solutions, continuer, faire une tâche après l'autre. En général, on en oublie nos besoins vraiment fondamentaux, notamment le besoin d'hydratation, donc on ne boit pas assez, c'est extrêmement fréquent, c'est pour ça que je vous le rappelle, et un système nerveux heureux est un système nerveux bien hydraté, hein. Donc l'hydratation, la respiration, peut-être d'apprendre quelques techniques de respiration. Moi, j'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Vous pouvez tout à fait aller, regarder, vous tapez cohérence cardiaque, trouver tout un tas de ressources sur la cohérence cardiaque, qui est un rythme de respiration extrêmement régulier, et c'est très, très simple. C'est même pour les personnes qui ont du mal à méditer, je vous recommande vraiment la cohérence cardiaque, parce que on inspire, on expire avec un petit guide visuel comme ça, une petite bulle qui monte et qui descend. Alors soit, une petite bulle qui monte et qui descend, soit une petite vague comme ça, ou il y a beaucoup de guides de cohérence cardiaque, tout à fait gratuits, que vous pouvez trouver facilement, soit dans des vidéos, soit sur des applications gratuites, et que vous le ressentiez ou non, physiologiquement, ça fait descendre vos hormones de stress dont on parlait tout à l'heure, hein. Ça fait ça redescend. Donc ça, je vous encourage vraiment à, investir un petit peu de temps, parce que c'est des techniques qui sont tout à fait gratuites et disponibles tout le temps. Donc à investir un petit peu de temps dans l'apprentissage de la cohérence cardiaque, qui est extrêmement simple, et on sait aujourd'hui, ça a été tout à fait observé et validé comme une technique très, très efficace pour appuyer sur la pédale de frein de notre système nerveux, redescendre dans cette intensité de stress, calmer le métabolisme, et ça, si on s'entraîne un petit peu, bah, notre corps, il s'habitue de plus en plus à revenir à cet équilibre, de mieux en mieux, de manière de plus en plus autonome et facilement, hein. Donc ça fait vraiment partie de travailler cette flexibilité. Alors un petit point sur les émotions.
Alors nos émotions, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on peut-être on a très, très bien, mis nos objectifs, qu'on se sent très, très clair sur ce qu'on a à faire, qu'au niveau postural, on sait prendre notre espace et pourtant, il y a des moments dans lesquels on sent que ça monte et ça monte et ça monte et ça bouillonne et ça bouillonne et ça bouillonne et on est au bord de l'explosion émotionnelle. Alors, c'est tout à fait normal. Une émotion, ne peut pas vraiment se contrôler puisqu'en fait, elle est là, elle jaillit comme un panneau de signalisation qui est un petit truc qui nous indique qu'on n'est pas tout à fait aligné dans ce contexte-là. Alors il y a, on peut avoir des points de repère là aussi avec nos émotions, mais ça va être déjà important de rentrer dans la compréhension qui va être beaucoup plus utile sur le long terme et pour le pour notre organisme et pour notre mental et notre corps, finalement, d'observer ces émotions et d'apprendre à les accueillir. C'est de pas lutter contre, mais d'apprendre à reconnaître ce que me fait une colère, ce que me fait une tristesse, tiens, j'apprends à les identifier petit à petit et je comprends au fur et à mesure et c'est vraiment la clé, c'est de comprendre qu'une émotion, elle est pas là pour vous embêter, mais elle est là pour vous indiquer que derrière une émotion, il y a un besoin et qu'au moment où l'émotion, elle survient, le besoin n'est pas nourri. Donc par exemple, si je vous donne l'exemple, par exemple, de la colère, quand on sent qu'on a une grosse, grosse colère qui est en train de monter, très souvent, je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais ça nous permet d'avoir des points de repère. Très souvent, c'est qu'on n'a pas été entendu, on n'a pas été vu, on n'a pas été reconnu dans la demande qu'on a fait, par exemple. On a été un peu nié, quoi, hein, donc nié dans le sens, pas reconnu, pas nié, AIS. Et du coup, qu'est-ce que ça nous fait? Ben, on a l'impression qu'on va devoir crier plus fort que l'autre. Parce que juste à la fin, j'avais fait cette demande, j'avais dit ce truc-là, j'avais vraiment, en tout cas, j'ai pensé que j'avais exprimé le besoin que j'avais à ce moment-là, parce que parfois c'est une question aussi de communication, de nos besoins et du coup, ça monte en moi parce que vraiment l'autre, il me reconnaît pas là dans ce truc-là que j'avais demandé. Il m'a pas écouté, donc il va falloir que je crie plus fort et donc souvent la colère, c'est ce mouvement-là de se dire: «Bon, bah, là, je suis pas du tout reconnue dans ma demande, donc il va falloir que je monte au créneau». Donc la tristesse, ça va être très souvent qu'on n'arrive pas à se relier à l'autre. C'est il y a un truc qui nous empêche de faire reliance avec l'autre et du coup, on se sent seul avec notre truc là et ça nous rend triste et on ne sait pas quoi faire, on se sent complètement démuni. Donc ça, quand on arrive à comprendre que derrière une émotion, il y a un besoin en fait, bah, ça va être de plus en plus facile de venir déjà trouver la stratégie un petit peu plus appropriée parce que quand on a de la clarté sur le besoin alors tout ça, c'est un processus, ça s'apprend. Une des méthodes ou en tout cas qui moi je pense qu'on peut appeler ça une méthode, mais qui donne beaucoup de clés de compréhension et de début de stratégie. Après, il faut que vous fassiez votre petite sauce au quotidien, mais c'est vraiment les techniques de communication non violente. Donc vous pouvez regarder, hein, les livres notamment de Marshall Rosenberg, et tout ce qui est dans la mouvance de la communication non violente, qui est au-delà de comment je communique avec l'autre, comment je communique intérieurement, comment j'arrive à comprendre moi-même mes besoins et avec un certain nombre de petites clés là, comme je viens de vous dire, bah, juste comprendre que ma colère, c'était parce qu'il y avait que ce gros truc-là qui, moi, m'a fait ça et bah, peut-être que je peux apprendre aussi après à mieux communiquer mon besoin et puis à mieux expliquer aussi à l'autre: «Tiens, voilà, moi ça me fait ça» et on rentre dans une forme de dialogue qui est un petit peu plus serein, relationnel, qui est un peu plus serein et apaisé, où on est plus dans le dialogue constructif. Ça, c'est très, très utile pour venir apaiser nos émotions qui ont moins besoin d'exploser, qui ont moins besoin de surgir et puis ça n'empêche pas qu'elles seront là quand même, nos émotions. Donc dans ce cas-là, on apprend aussi qu'il y a des moments où, bah, peut-être que dans le moment, on va par cette compréhension-là, réussir à prendre un petit pas de recul et se dire: «OK, ça peut-être, bah, je vais, en parler ce soir avec ma personne, ressource, X ou Y, à qui je peux me confier sur l'émotion que je ressens» ou bien mon coach ou bien mon thérapeute ou bien peu importe. Créer d'autres espaces, prendre rendez-vous avec son émotion pour éviter qu'elle explose en pleine réunion, par exemple. Et là, du coup, bah, là aussi, on va reprendre confiance parce qu'on va se sentir beaucoup plus présent à ce qu'on fait, beaucoup plus en mesure d'avoir confiance dans nos capacités de réponse adaptée dans les situations. Ce qui fait qu'au fur enfin, c'est boule de neige et que ça participe aussi à recréer
cette sensation de confiance en nous et cette sensation qu'on a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour tout à fait faire face aux challenges qu'ils nous ont proposés. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas d'émotionnel dans ces challenges-là. Ça veut pas dire qu'il y aura pas de ressenti, ça veut pas dire qu'on sera pas chahuté. Mais qu'on aura suffisamment de compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'insiste là-dessus et que je vous ai proposé toute cette compréhension de votre physiologie, de ce qui se passe quand, tout ça se met en route et que nos hormones de stress sont en train de déclencher ce petit vélo mental et ces tensions corporelles et ces émotions qui se chahutent là, qui sont chahutées, et qui surviennent et qui explosent. On n'espère pas, mais je pense que vous pouvez tous relier à ces sensations d'émotionnel fort, quelles que soient les situations dans lesquelles ça vous arrive. Mais le mécanisme, il est le même chez tout le monde et puis ensuite ça va se traduire différemment et ce sera à vous de venir voir un petit peu: «Tiens, comment je peux peut-être tourner un petit peu mon regard, ma perspective là-dessus? Est-ce que je peux peut-être déjà calmer quelque chose en moi, revenir un petit peu ici et maintenant, prendre rendez-vous avec cette émotion, cette sensation, remettre un peu de clarté et me réguler?» Je crois que c'est ça vraiment le mot-clé de notre, de mettre en place, une dynamique de confiance. C'est tout simplement d'apprendre à rentrer dans un processus comme ça d'apprentissage de régulation et de se dire: «J'ai ce qu'il faut en moi pour faire face». Alors n'hésitez pas là aussi, hein, si vous voyez que l'émotionnel chez vous, c'est très en dents de scie, que c'est difficile, que vous vous sentez sensible, que vous avez du mal à trouver votre équilibre dans certaines situations, bah, là aussi, pour moi, c'est vraiment important de désamorcer les tabous et on a tous un émotionnel, en fait. Donc après, c'est comment je vais venir réguler, équilibrer, prendre conscience, identifier et puis redresser la barre pour vivre les choses plus sereinement. Alors très rapidement, pour qu'on déborde pas trop quand même, on a déjà débordé un petit peu, mais c'est de vous faire juste un petit récap rapidement sur, ce petit schéma-là que vous voyez, et qui représente, cette calèche. Alors, vous pouvez vous imaginer que le cocher, ça va représenter votre mental et là, je vais vraiment vous montrer combien tout est lié et combien, voilà, on passe par une porte ou une autre, mais que ce qu'on souhaite, c'est que cette calèche, nous, avancions sur notre route, sur notre chemin avec le plus de confiance possible, c'est-à-dire le plus sereinement possible, sans trop d'à-coups, sans perdre une roue, sans être trop bousculé, voilà. Alors imaginez que votre cocher, c'est votre mental. Le cocher sait où il va, hein, il est dans cette objectivité, il a regardé le plan, il sait qu'il va du point A au point B. Il sait, il est dans les rails et il va y aller. Et puis vous imaginez maintenant que, la calèche, c'est votre corps et là, ben, on parlait tout à l'heure d'hydratation, de nourriture, de sommeil, enfin tous ces besoins physiologiques primaires sur lesquels on va pas pouvoir revenir trop parce que ça ferait vraiment tout un webinaire en soi. Mais, bah, imaginez que, le véhicule, la calèche elle-même, ce soit votre corps physique. S'il vous manque une roue ou que c'est complètement brinque-ballant, bah, c'est sûr que le chemin, le voyage, il va pas être forcément, très, très serein. Donc on prend soin de sa calèche, on prend soin de son véhicule. Et puis imaginez que le passager, c'est tout ce qui va plutôt représenter ce qu'on ne voit pas nécessairement. On parlait de croyances limitantes tout à l'heure, toutes ces choses qui nous ont construits, qui nous ont modelés, dont on n'a pas nécessairement conscience. Mais si c'est tout chahuté et qu'on a à l'intérieur un passager, on ne le voit pas beaucoup, juste un petit peu par la fenêtre, mais que on sent bien qu'il s'agite et qu'il fait tout, hein, ou alors il y a des trop grosses valises et du coup ça plombe la calèche ou alors ça la fait bouger dans tous les sens, ça va pas être très serein non plus. Donc on prend soin de ce passager, on va regarder, on va l'écouter, on va lui demander si peut-être il a des besoins et là on peut se faire aider, hein, là-dedans, bien évidemment. Et puis vous avez le cheval et le cheval va représenter votre corps émotionnel. On parlait des émotions il y a un instant, bah, imaginez que le cheval tout d'un coup, il s'en va, il s'emballe, et qu'on a du mal à le retenir. Bah, évidemment que, et c'est tout à fait possible, mais là vous allez avoir tout un ensemble avec ce cocher qui va devoir apprendre à être à la fois, tout à fait présent, solide, serein et en même temps flexible, et relâché pour pouvoir guider le cheval et l'orienter avec, hein, cet objectif précis et vraiment, cette conduite, tranquille, pour pouvoir avoir un cheval qui va être tout à fait rassuré avec en ayant pris soin de la calèche parce que
faut qu'elle soit en bon état aussi, sinon ça peut, déséquilibrer les choses et puis on prend soin du passager et là, on a tout un attelage qui est, tranquille pour avancer sur le chemin, sur la route, en confiance et en sachant qu'on va aller d'un point A à un point B, tout à fait, concrètement, pragmatiquement et sereinement. Voilà, donc ce sera mon image, mon analogie de fin pour vraiment vous faire comprendre que c'est un tout, d'essayer de vous sensibiliser en tout cas à tout ce qui se passe en nous, hein, que quand on manque de confiance, c'est pas du tout un manque de confiance général et ça veut pas du tout dire qu'on est nul. Ça, c'est un autre souci, mais dont il faut aussi tout à fait, si vous l'identifiez, tout à fait rebondir là-dessus et ne pas hésiter à en parler. Et que pour tous ces domaines de la vie quotidienne où on sent que ça pêche un peu, on n'est pas tout à fait à l'aise, il y a plein de solutions, il y a énormément de portes d'entrée. Donc j'espère que vous avez pu faire votre petit bilan avec tout ça. Je vous ai mis une dernière slide que vous trouverez sur la cohérence cardiaque pour vraiment bien vous rappeler, hein, on a fait un petit point là-dessus, mais de vous rappeler vraiment de vraiment valoriser, la respiration, même si au début ça vous paraît un petit peu laborieux, que vous n'avez pas envie. C'est normal, on n'est pas fait pour passer notre temps à penser qu'on respire. On respire de manière tout à fait automatique sans y réfléchir, mais de remettre un petit peu de conscience là-dessus et ça, c'est vraiment un très, très bel outil parce que ça vient tout apaiser, y compris l'aspect émotionnel, hein. On en parlait il y a un instant, mais on n'y pense pas toujours. Là aussi, vous pouvez en faire l'expérience peut-être, en faisant une petite pratique de cohérence cardiaque. Là, si vous trouvez un petit guide très, très facilement. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin, peut-être de pratiquer la respiration abdominale. Mais déjà, pour moi, s'il y a une chose que vous devez retenir en termes de petites pratiques à mettre dans votre quotidien, c'est la cohérence cardiaque. Et puis de bien garder en tête tous ces points de repère en vous disant que vous pouvez y revenir, que c'est pas du tout linéaire, hein, c'est vraiment une matière vivante. Donc il y a des moments où peut-être, vous des situations dans lesquelles vous vous sentirez chahuté au niveau du mental, d'autres plutôt ce sera des sensations physiques qui vous embêtent. Tout ça est absolument normal, donc c'est le but aussi de ce webinaire, de vraiment rappeler que voilà, c'est pour ça qu'on fait de la prévention, c'est que on a du stress dans nos vies, que c'est normal, que si on avait zéro stress, on serait intéressé par rien, rien ne nous motiverait non plus. Donc le stress n'est pas négatif en soi, c'est simplement d'apprendre à venir, trouver votre équilibre en fonction de votre profil, en fonction de votre biologie, de ce qui se passe dans vos vies, de vos emplois du temps, voilà. Donc j'espère que ça vous donnera au moins des petites clés. J'ai bien conscience que c'est pas du tout une recette miraculeuse, mais en tout cas des points de départ dans lesquels ensuite vous allez pouvoir en complément aussi avec les autres webinaires qui vous sont proposés, faire votre petit chemin, votre grand chemin même. Voilà, merci beaucoup, merci à tous et n'hésitez pas si vous avez besoin à faire remonter vos questions et si vous avez besoin de précision. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire sur la confiance. Au revoir.